Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the strike. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. On est très heureux de vous retrouver pour cet épisode hors série où j'ai la chance de recevoir Lucie Boutsol, présente l'année dernière en FSBK, en European Bike et présente dans le paddock FSBK depuis 2019 et maintenant pilote un mondial pour la saison 2025. Comment tu vas, Lucie ? Salut, écoute, ça va bien. Contente de faire cet épisode et puis de parler du passé et du futur, des belles choses qui arrivent. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Lucie Boutsol, j'ai 21 ans. Ces 2 dernières années, j'étais en championnat de France European Bike avec une S1000 RR. Sur ces week-ends de course, j'ai pu faire des résultats qui se sont dit être historiques parce que j'ai été la seule et la première femme à faire un podium dans ce championnat et à récidiver 2 fois l'année passée, plus à faire des temps records, on va dire, pour les femmes, notamment sur le circuit Carole, en roulant en 1-1. Voilà, pour me résumer rapidement. Bon petit parcours déjà. C'est ça. T'as 21 ans. Exact. Et t'es étudiante en STAPS, il me semble. Ou Alors, est-ce que c'est toujours le cas ? Ouais, je l'étais. J'ai fait une licence que j'ai obtenue, que j'ai fait à distance, toute seule, parce que j'étais rattachée à la fac de Rouen. Mais mon entraîneur habitant à La Rochelle et ayant des circuits qui me sponsorisent à La Rochelle, j'ai vécu à La Rochelle et je vis encore à La Rochelle. Et donc, j'ai dû faire mes études à distance en étant rattachée à la fac de Rouen et en retournant à Rouen pour faire mes examens. Donc, c'était assez compliqué parce que j'étais seule pour faire cette licence. Et après, je voulais faire un master. Et en fait, j'ai eu la proposition de faire le mondial à peu près à la même période de faire les vœux, on va dire, pour le master. Et en plus, la fac m'a informé que la licence à distance, ça se fait. Le master à distance, c'est pas possible parce qu'il y a trop de théorie. Et donc, le choix s'est fait d'arrêter les études et de partir avec ma licence, qui me permettra malgré tout de rebondir par la suite et de se lancer à fond dans la moto. Ça y est, c'est la grande étape. T'entres dans la cour des grands, entre guillemets. Ouais, carrément. Et comment la passion de la moto, elle est arrivée chez toi ? Comment t'as fini par te dire, ok, c'est ce que j'ai envie de faire ? T'as commencé toute petite ou c'est arrivé bien plus tard ? Alors en fait, j'ai toujours aimé la moto. On ne sait pas trop pourquoi, parce que mes parents n'en font pas. Donc c'est pas une passion qui m'a été transmise par mes parents. Depuis que j'ai 5-6 ans, je suis attirée par les motos, mais on ne sait pas du tout d'où ça vient. Et après, en grandissant, j'ai vu sur Internet une vidéo d'une course de Moto 3. Et je me suis dit, mais c'est génial, il faut absolument que j'essaye ça. Et donc, c'est vers l'âge de 14 ans que j'ai pu rencontrer donc, Philippe Mulmeyer, qui avait une équipe en championnat de Normandie et qui voulait faire une équipe féminine, parce que c'était donc des courses d'endurance en 125. Et on s'est rencontrés au bon moment et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'était le team RR, t'as dit. Avec quoi tu roulais avec eux ? C'était des Yamaha YZF R125 qui appartenaient au team et du coup on en avait acheté une pour que je puisse m'entraîner aussi également à côté. Donc déjà chez Yam. Et après ça, en 2018, tu rencontres David Veillon. Comment ça s'est fait cette rencontre ? À quel moment vous êtes ça a matché ? En fait, j'étais avec mon papa sur les 24 heures du Mans. Et en se baladant dans le village, on a vu ce monsieur avec le simulateur. Et encore une fois, passionné de moto et rêvant de faire de la piste, etc. Moi, je venais de commencer, c'était ma première fois que je l'ai vu, c'était ma première année de circuit. Et donc, j'ai essayé. Et il a vu qu'il y avait quelque chose. Et on a échangé les contacts et on devait rester en contact. Et en fait, 1 an s'est écoulé. Où on a échangé quelques messages, mais sans plus. Moi, étant en Normandie chez mes parents, j'étais au collège, je faisais de la moto, mais sans plus. Il s'est rien passé. Et l'année d'après, je suis retournée aux 24 heures du Mans, donc là, cette fois-ci en 2018. Et c'est là où il a dit, bon, ok, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Maintenant que tu as 1 an de circuit et 1 an de compétition,
moi, je peux t'apprendre le peu que je sais, c'est pour dire tout ce qu'il sait. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Encore une fois, une rencontre faite par hasard qui mène à de belles choses. Et après ça, du coup, en 2019, tu t'inscris en Supersport 300, au FSBK, donc le championnat Superbike français, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu termines cette année-là 15e avec 29 points, tu roulais sur une Kawa. Et je me souviens que quand tu arrives au Mans, la moto arrive très tard, la veille au soir. Est-ce que tu te souviens de ce début de championnat pour toi et de ce début d'épreuve quand la moto elle arrive la veille? Enfin, comment tu te sentais? Est-ce que tu en gardes comme souvenir? Alors déjà, moi, je passe d'un tout petit, on va dire, championnat de Normandie à un championnat de France. Donc déjà, j'ai l'impression de faire un gap incroyable et d'être pilote. Enfin, C'est Marc Marquez, un truc de fou. Et en fait, David n'était pas disponible pour cette première course parce qu'il travaillait sur l'île et il ne pouvait pas venir. Voilà. La moto était arrivée chez Kawa à La Rochelle très tardivement. Et donc, David a pu la monter, mais je crois le vendredi soir. Donc, moi, je n'avais pas fait les essais libres. Et il me restait les qualifications le samedi matin. J'avais jamais roulé sur cette moto. J'avais roulé une fois au Mans en 125, donc clairement, c'est pas la même chose. Et la moto était full origine. J'avais même encore le pot d'origine avec le catalyseur. Enfin, elle était full origine. Et je me suis fait prendre un tour par la tête de course. Enfin, j'étais à la ramasse complet. Mais c'était le début et j'étais trop fière de pouvoir être enfin en championnat de France et de faire des courses de vitesse parce que je faisais de l'endurance avant. Et donc de mener, on va dire, ma propre course et qu'il n'y ait que mes résultats qui impactent le résultat final. Je veux dire, on n'est pas plusieurs. Si peu importe ce que je fais, il n'y a que moi qui sera pénalisé si je fais une bêtise. Et donc, c'est une façon de voir la course et une façon de procéder qui est différente. Et voilà, je me rappelle que voilà, j'étais très très loin en termes de chrono, mais j'avais pris beaucoup de plaisir à commencer en championnat de France. Ouais, c'était un bon souvenir. Malgré tout. Ouais. Et pourquoi Kawa? En fait, tout simplement parce que David connaissait la personne qui tenait la concession Kawa à La Rochelle. Donc on avait, on va dire, comme des affinités qui nous permettaient d'avoir un partenariat et donc des réductions, des avantages sur et la moto et sur toutes les pièces qu'il fallait. Et en plus, à l'époque, avoir la Kawa était un avantage en termes de moteur. En fait, il y avait deux motos, la R3 qui avait un très bon châssis mais qui peinait sur le moteur, et la Ninja 400 qui avait un moins bon châssis mais qui avait un bon moteur. Et la première année, la Kawa 400 n'était pas bridée en termes de tours minutes ou d'admission, ou peu importe, le moteur était libre. Et donc, on arrivait à se battre à armes égales entre voilà, le moteur et le châssis de l'autre côté. Et au fur et à mesure des années, la Kawa 400 s'est fait brider en termes de tours minutes et en termes de... il y avait une petite plaque qui réduisait l'admission, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en fait, c'est plus devenu après, par la suite, un désavantage d'avoir la Kawa parce que le moteur était bridé et en plus, on se retrouvait avec le châssis qui n'était pas incroyable par rapport au châssis de la R3. Donc, tout simplement par connaissance de Kawa à La Rochelle. Oui, c'était pas un affect particulier pour Kawa de ta part sur le moment. Non. Et justement, tu continues avec Kawa, comme tu le disais. En 2020, tu finis 13e. En 2021, 13e encore. Tu avais un affect pour cette place au classement. Et en 2022, tu finis 11e. Et c'est une année un peu qui, moi, m'a marquée en suivant ton parcours parce que je me souviens que tu as mené une course sur quasi la totalité et une séance d'essai de mémoire. Et c'était à Nogaro en 2022 précisément. Est-ce que c'est l'année où tu t'es dit qu'il fallait changer de catégorie? Est-ce que le fait de mener cette course, tu t'es dit ok, en fait j'ai les capacités pour faire autrement, la 300 c'est bien gentil mais c'est plus ce qui me correspond? Est-ce que c'est cette année-là où tu as eu le déclic et tu t'es dit ok, il faut que je passe un step au-dessus? En fait, pour moi, tu vois, les résultats, je ne vais pas dire que tu me les apprends parce que je les connais, mais ça t'a pas marqué? Mais du tout, en fait. Pour moi, les années 400 ont été super compliquées parce qu'on arrivait justement dans un championnat de France avec ma famille qui n'y connaissait rien à la moto, David pour nous aider, qui lui connaissait le milieu de la compétition, mais pas à ce niveau-là, si je puis dire. Et nous, en fait, on était seuls et on n'avait pas les moyens mécaniques et de connaissances et surtout de budget pour rivaliser avec les autres.
Et en fait, j'avais beau m'entraîner à fond, je faisais jamais les résultats que j'espérais et ceux qui me semblaient mérités de par mon travail. Et en fait, j'ai été très frustrée de mes années 400. Et donc, la dernière année où je mène enfin une course, je me dis, ah, ça y est, enfin le résultat que je mérite. Et en fait, je me fais doubler par je ne sais combien de Yamaha R3 à la fin. Et je termine 4e alors que j'ai mené toute la course et je me suis battue devant à chaque fois pour 0,002, je crois. Enfin, quelque chose d'infime. Et encore une fois, je me dis, bah mince, ça recommence. Encore une fois, frustrée de dire tout ce travail, toute cette bataille menée pour pas le résultat que je souhaitais. Et surtout que cette course a fait beaucoup parler pour les gens qui étaient présents. Parce que ceux qui étaient là ont vu que j'ai mené la course et que j'ai réussi à me battre face aux hommes. Par contre, ceux qui n'étaient pas là, bah, eux, ils voyaient juste un résultat sur une feuille des temps qui montrait que j'étais 4e, encore une fois. Donc, ouais, frustrée de jamais avoir pu vraiment montrer et prouver mon potentiel en 400. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais ça suffit, ça sert à rien de s'investir autant de temps, autant d'argent. Pour ma famille aussi, qui n'est pas dans la moto, forcément, c'est pas forcément un plaisir pour eux d'être là sur les courses et d'infliger tout ça à tout mon entourage, c'était pas nécessaire. Et donc, on s'est dit, ça y est, il faut qu'on change. Et moi, je commençais à être, entre guillemets, la plus vieille parmi les petits jeunes de la catégorie 300. Et je m'y retrouvais plus. Et en fait, à cette période-là, de par cette course-là, j'ai eu des propositions pour partir en championnat d'Europe Moto 2. Là, c'était un gap énorme, il faut le dire, mais je préfère être dans le dur, dans un championnat avec un très gros niveau qui me pousse et qui m'oblige à me progresser et à travailler, que d'être dans la facilité dans un championnat avec un niveau un peu moins important et de faire des résultats, mais de ne plus progresser. Et donc, on voulait partir en Moto 2 européen. Malheureusement, on n'a pas eu le budget pour. C'est combien un budget pour ce championnat en général? En gros, alors, le plus dur, c'est d'y rentrer. Parce qu'une fois que tu y es, que tu te fais voir et que tu fais des résultats, tu arrives à trouver des partenaires et donc à faire baisser le prix. Nous, on nous demandait autour des 200 000 euros. Quand même, sachant que ça, c'était pour intégrer le team. Après, il reste tes frais de déplacement, tes entraînements et tout ce qui va avec. Donc, ça fait un gros billet. Et donc, forcément, on ne les a pas trouvés. Et je ne viens pas d'une famille où on a les moyens de faire des saisons comme ça. Et donc, en discutant avec la personne qui devait me recruter, entre guillemets, en Moto 2, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, la 400, j'en veux plus. J'en ai marre. La 600, je crains que ce soit le même problème parce que ça reste des motos qu'on peut exploiter à 100%. Et donc, c'est plus la mécanique que le pilote qui fait le résultat, même si c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est l'idée. Et du coup, il nous a dit, va en 1000 en fait. Parce que le châssis, il dit, prends une S1000 RR des années 2017, parce que le châssis est assez rigide et compliqué à piloter. Et en fait, ça ressemble à la Moto 2. Et en fait, tu ne perdras pas ton temps à faire de la 1000 que si tu fais de la 400 ou de la 600, oui, après tu devras tout réapprendre en Moto 2. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'aller en 1000. En European Bike, du coup. En European Bike, c'est ça. Parce que c'était plus accessible que le FSBK. Et puis en plus, je ne pouvais pas passer d'un Supersport 400, enfin 300 plutôt, à du FSBK 1000 comme ça. T'en as qui le font, mais après, c'est un risque à prendre et il faut être capable de l'assumer derrière sur la piste aussi. C'est ça, il y a le niveau, mais il y a les moyens financiers aussi. L'intérêt de l'European Bike, c'est qu'on peut rouler avec un peu tout comme moto. Le règlement est assez ouvert. Donc, ce qui peut créer des disparités pour certaines personnes qui ont beaucoup de moyens financiers, qui peuvent avoir des motos super bien préparées, ou des personnes comme nous avec pas trop de moyens et qui, même avec une moto qui reste d'origine, sans toucher le moteur, sans toucher à rien en fait, la moto est déjà tellement performante d'origine qu'on n'a pas besoin d'aller faire de la mécanique dessus. Et donc, ça permet de faire un championnat de France en 1000 qui soit accessible. Oui, parce qu'en plus, c'est un championnat, pour ceux qui ne connaissent pas, où tu peux autant avoir une moto qui est soutenue par un team, comme ça peut être le cas de Tecmas qui aligne des motos en European Bike, que d'autres qui viennent avec leurs mécanos et leurs pneus et ils alignent leur moto pour se faire plaisir. Et justement, en 2023, du coup, tu arrives en European Bike et tu es la seule femme face à 55 hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui te mettait la pression un peu pour toi de te retrouver dans cette situation où, encore une fois, on sait que le sport moto, c'est pas encore assez ouvert aux femmes, et de te dire ok, il y a 55 bonhommes devant et je vais devoir prouver que j'ai ma place avec ma moto rose en plus.
Alors franchement, non, pas du tout. Pas de pression ou d'appréhension particulière dans le sens où ça a toujours été un milieu masculin. Quand je suis arrivée, mes premières années en 125, même si c'était une équipe féminine, le team et le reste du plateau, c'était que des hommes. Et quand je suis arrivée en 400, ma première année, je me demande si c'est pas même les 2 premières années, j'étais la seule fille. Donc en fait, j'avais l'habitude d'être la seule fille. C'était Et en la fait, normalité. je me suis jamais posé la question, ça m'a jamais choquée. J'étais là pour faire de la moto, peu importe avec qui. Et je pense qu'à partir du moment où on a un casque sur la tête, on est des pilotes et on se bagarre sur la piste. Donc non, ça m'a pas dérangée. Et puis, on nous prenait un peu pour des fous, surtout mon entraîneur, de faire le passage 400 000, en disant mais qu'est-ce qu'ils font la gamine? Déjà, j'étais la plus jeune et la seule féminine, mais elle vient d'où? Elle va se tuer, vous êtes fous, c'est dangereux. Et en fait, dès le début, j'ai fait des bons résultats, ce qui a fait que on va dire, j'ai été respectée assez rapidement. Et après, on m'a laissé tranquille, en fait. Et donc, non, c'était plutôt bienveillant. D'ailleurs, cette année-là, tu as décroché la 3e position à Pau Arnaud, et c'est comme ça que tu es devenue la première femme à réaliser cet exploit dans cette catégorie des championnats de France. T'en gardes quoi comme souvenir de ce podium et comme je l'ai dit, de ce qu'on appelle un exploit historique dans le sport moto? Est-ce que c'est un truc qui t'a marqué, qui a changé ta façon de voir les choses, ou juste tu étais très fière et... Ça a changé beaucoup de choses. En fait, c'est une consécration de toutes les années de frustration où je me bagarrais, où je me préparais physiquement, où on allait chercher des partenaires pour avoir des moyens financiers et qu'il n'y avait pas de concret derrière. Il me manquait les écritures noir sur blanc pour prouver que j'étais capable et que oui, je travaillais et je pouvais faire des résultats. Et c'est jamais venu en 400. Et c'est vrai que dès la première année de 1000, c'est arrivé. Et on était beaucoup critiqués, comme je l'expliquais, en 1000. Et du coup, de faire ces résultats, il y avait de la fierté, mais il y avait aussi de dire bon, ça y est, en fait, parce qu'au bout d'un moment, tu te mets à douter, tu te demandes si tu es vraiment capable de le faire, tu te demandes si ça vaut le coup de sacrifier autant de temps, de sacrifier autant d'argent, de travailler aussi fort physiquement, mentalement. Et donc, enfin, d'avoir un résultat concret, tangible, noir sur blanc, c'est vraiment c'est ce que je voulais, quoi. Prouver que j'étais capable de faire un podium pour les autres, mais surtout pour moi, et arrêter de douter de mes capacités. C'est un championnat qui, au final, te convenait plus que la 400. Après, on sait que pour certains pilotes, de toute façon, en fonction de la catégorie dans laquelle tu es, ça va marcher ou ça va pas marcher. Je pense particulièrement à Loïc Herbel, qui est un pilote très grand, où il y a des catégories dans lesquelles ça lui va très bien et d'autres où ça peut être plus compliqué. Donc forcément, c'est gratifiant aussi pour toi et même pour ton entraîneur. Au final, moi, je le vois un peu comme ça, mais avec cette position, tu rends un peu à ce que ton entourage te donne. Et la fierté des gens autour de toi. L'année dernière, en 2024, du coup, tu as terminé 7e au championnat après t'être extrêmement bien battue toute la saison. Moi, j'ai un souvenir de toi à Carole sur les 2 courses complètement folles. Malheureusement, il y a eu un drapeau rouge sur une des courses, mais tu étais partie. Enfin, c'était... Antoine Chabot qui partait devant et toi derrière, et c'était la bagarre. Tu as commencé la saison de manière un peu compliquée puisque tu avais un moteur HS. Comment vous avez réussi à faire en sorte que la saison puisse quand même partir pour vous? Vous avez des sponsors qui vous ont suivi, comment tu as réussi à goupiller tout ça? En fait, ma première saison d'European Bike, je l'ai fait avec une SMLR de 2017. On était en 2023 et donc je me retrouvais avec des motos forcément de 2023. Sauf qu'il y a un vrai gap dans les modèles en fonction des années de la S1000RR. Et donc la 2017, même si c'est une super moto et j'étais trop heureuse de l'avoir et ça m'a fait mal au cœur de la revendre, c'était une super moto pour apprendre, mais pour performer, je crois que sur le plateau, il en restait que 2 ou 3 des motos de ces années-là. Et tout le monde avait des motos récentes, surtout par rapport à l'électronique et le châssis qui avait été remodifié, remodelé pour qu'il soit plus facile, on va dire, à piloter. Et donc, ça devenait compliqué de faire des bons résultats avec cette moto. Et donc, on a acheté une S1000RR de 2020 en se disant, bon, bah, je vais pouvoir... C'est pas la dernière, c'est pas la 2024 avec les dernières évolutions, mais malgré tout, ça va nous suffire. Et de toute façon, on n'a pas les moyens d'avoir une autre moto. Donc, déjà, c'est une super belle moto et on va faire comme ça. Et en fait, 2 semaines avant la course au Mans, on y va pour faire des essais, les tests hivernaux d'avant-saison. Et je fais 2 sessions et le moteur me lâche, sortie de chapelle.
Et sur le moment, je vois de la fumée partout, je comprends qu'il se passe quelque chose de grave. Je descends de la moto, je vois le bas moteur complètement ouvert, explosé, le pignon de sortie de boîte qui était coupé en deux, ça m'avait carrément explosé la boîte, enfin tout le bas moteur plutôt. Et je me suis dit, mais là, c'est mort en fait, on va jamais trouver une solution. La course, elle est dans 2 semaines, et financièrement, on s'est déjà mis dans le rouge pour acheter la moto. Le bas moteur, là, il est complètement foutu. On ne trouvera jamais de solution, c'est pas possible. Et donc, j'ai mis un truc sur mes réseaux sociaux, une petite publication plutôt sur mes réseaux sociaux, où j'explique la situation, où j'appelle et je demande aux gens qui le souhaitent de m'aider en lançant une cagnotte. Et les gens réagissent plutôt bien d'un point de vue financier. On arrive à récolter quelques euros, on va dire, pour aller payer ce bas moteur. Et après, il y a un mécanicien qui travaillait à l'époque, là où on avait acheté ma Kawa 400, à La Rochelle, Will, qui me propose de m'aider et de me faire gratuitement toute la mécanique. Incroyable. Et tellement incroyable que, à partir du moment où on l'apprend, alors on a eu quelques soucis parce que on s'est fait faire un aller-retour à Caen par une concession qui nous a vendu du rêve et qui n'a jamais rien fait. Donc on est parti du Mans à Caen, on a laissé la moto, on est rentré à La Rochelle. Arrivé à La Rochelle le lendemain, ils nous disent non, la moto, en fait, le moteur il est mort, on peut rien faire. Donc de La Rochelle, on est retourné à Caen pour aller rechercher la moto. Et de là, on est redescendu vers Bourges, vers Manicourt, parce que Sébastien de SL Moto avait un bas moteur et nous a dépanné de ce bas moteur. Donc on est allé le chercher. Et on est re-rentré à La Rochelle, donc on a fait 2 jours sur la route non-stop, en passant des coups de fil de partout pour essayer d'avoir une garantie BMW ça n'a jamais abouti, hein, clairement. Et donc, on a ramené le bas moteur à La Rochelle, Will s'est mis à bosser sur la moto, et en 3 jours, la moto, elle était remontée complètement. Merci avec, Will. le bas moteur neuf. Et en fait, il m'a sauvé ma saison, parce qu'on n'aurait jamais eu les moyens financiers de payer tout le travail qu'il a fait. Et en termes de timing, toutes les concessions alentour nous disaient mais en 2 semaines, on n'a jamais le temps de vous faire un moteur. On ne peut pas l'ouvrir et rechanger tout le bas moteur, on n'a pas le temps. Et donc, il m'a clairement sauvé mon début de saison. Et du coup, quelle fierté, 2 semaines après, forcément, qu'ils viennent avec nous pour leur remercier et de faire un podium sur ce même circuit. 2 semaines auparavant, on se disait c'est impossible, on ne fera pas la course. 2 semaines après, on y est, on est sur la grille et on fait un podium. C'est incroyable. Et surtout, c'était sur une piste détrempée en plus. Et tu as eu, il me semble, un problème de boîte sur la course de mémoire. Alors ça, c'était la première année. Ouais. C'est ma première année en European Bike. Donc c'était pas l'année dernière. C'était pas l'année dernière. Non, c'était l'année d'avant. Trop de problèmes techniques. C'est clair. Mais bon, ça n'empêche pas de Mais l'année dernière, tu as quand même fait ton podium du coup sous piste détrempée. Tu partais P12 et avec le nouveau départ, parce qu'il y a eu un drapeau rouge, tu es parti P11 et tu as terminé P3. On a pu voir sur les réseaux les images de ta photographe vidéaste Lily, où tu avais l'air extrêmement fière de cette course. Est-ce que c'était la première fois que tu roulais sur une piste détrempée comme ça dans ces conditions? Parce que je sais que je me souviens que le début du championnat FSBK, quand même, vous avez pris la pluie tous les week-ends. Donc c'est un truc, faut y être préparé quand même à pouvoir rouler dans ces conditions. C'est clair. Après, moi, j'ai toujours aimé ces conditions humides, mouillées, tempêtes. Je me rappelle rouler sur le circuit de Fontenay-le-Comte sur une journée de roulage, que j'étais encore en 400, j'étais la seule à rouler sur la piste. Les gens repliaient les barnums tellement c'était la tempête, et il y avait du vent et tout s'envolait. Et moi, je faisais des ronds. Et en fait, j'ai toujours apprécié ces conditions. En fait, la première fois que j'ai découvert la 1000 sous la pluie, c'était l'année d'avant, sur la course du Mans, sous la pluie. Et en fait, c'était la première fois pour moi que je roulais sous la pluie avec une 1000. Donc, c'était la première course en 2023. Et en 2024, du coup, c'était la première fois que je roulais avec cette moto-là sous la pluie. Mais en fait, j'étais à l'aise, je ne me suis pas posé de questions. De par le bas moteur qui nous avait lâché 2 semaines avant, j'ai quand même eu quelques soucis pendant la course. Notamment, j'ai tiré tout droit au garage vert, alors que j'étais virtuellement sur le podium et j'ai eu un remake des années 400 en me disant non, mais là, non, c'est pas possible que ça m'arrive là. Et heureusement, j'ai réussi à repasser la vitesse et à repartir. Mais c'est vrai que Lily a réussi à capter ce moment d'après-course où, avec des
Déjà, tu commences la saison avec un podium. Déjà, tu commences la saison parce que c'était clairement pas donné au début. Et tu commences la saison, tu es là et tu fais un podium. Et c'était la fierté. Et en plus, quelle façon de remercier Will et de son travail qui nous a dépanné et sauvé le début de saison. Donc, grosse fierté et le meilleur moyen de commencer la saison. Et quel souvenir t'en gardes justement de cette saison où tu as fini 7e, il me semble. Tu avais objectif top 5 à la base dans ce que tu avais communiqué. Mais c'était quand même, comme je l'ai dit, une saison très disputée sur laquelle tu as pu aller à la bagarre sur la piste avec d'autres pilotes qui ont des moyens plus importants, comme on le disait, que toi, ce que tu pouvais avoir. Quel souvenir t'en gardes du coup de cette saison 2024 ? Alors, déjà, un souvenir très positif parce que c'est cette saison qui me permet d'être en mondial aujourd'hui. Donc forcément, j'en suis très heureuse. Après, c'est vrai que j'avais des ambitions plus importantes et notamment, sur les premières courses, j'étais top 3 au général et l'objectif, c'était forcément d'y rester. Maintenant, comme tu l'expliquais, nous, on était une petite équipe indépendante avec pas les mêmes moyens que les équipes qui étaient devant nous, avec pas la même moto, même si c'est pas une excuse, mais il faut dire les choses au bout d'un moment. Il y a une différence entre être indépendant avec une moto de 2020 et être dans une structure avec une moto de l'année. Même si ça m'a permis de faire de beaux résultats malgré tout, il n'y a pas de problème. Et d'autres problèmes, c'est que j'ai fait des résultats blancs qui ont fait que j'ai dégringolé au classement, et notamment à Manicourt, où j'ai été en course et en bagarre pour le top 5, presque pour le podium d'ailleurs. Et j'ai très très vite lâché parce qu'en fait, il y a eu un problème mécanique sur la moto. Et donc, j'ai la roue arrière qui s'est bloquée, ça m'a abîmé tout l'arrière de la moto et j'ai dû abandonner. Donc, il y a eu quand même des petits moments compliqués, mais je crois qu'il y en aura toujours et que c'est un peu le choix et la vérité de notre sport. Et puis, non, une super belle saison. Et notamment, comme tu l'expliquais, les résultats à Carole qui font que y a eu le rapprochement avec le GMT et que je serai en mondial. Et tu as marqué l'histoire au final du sport moto en tant que femme, puisque encore une fois, il n'y a pas assez de femmes dans ce sport et du coup on en fait des exploits historiques quand il y a des podiums, des records de chrono, etc. Mais tu as quand même du coup laissé ta trace dans ce sport et comme tu le dis, tu pars en mondial en 2025, tu vas rejoindre les Françaises Ornella Ongaro et Émilie Bondy durant le championnat de vitesse mondial féminin qui se joue en parallèle du World Superbike. Comment ça s'est fait ce passage en mondial? Est-ce que c'est eux qui t'ont démarché? Est-ce que c'est toi qui es allé vers eux? Puisqu'en plus de ça, comme tu le dis, tu auras le soutien du GMT 94 sur la saison prochaine. Comment on en arrive là, après de passer de l'European Bikes, qui est un championnat qui passe pas à la télé, qu'on voit très peu, qui est très peu médiatisé, à passer en mondial, à passer à la télé bientôt sur des courses que beaucoup vont suivre? Eh ben, en fait, déjà, il y a un souhait à la base de la Dorna qu'il y ait plus de pilotes féminines, sachant que normalement, il n'y avait que 2 places. Et de par les résultats des 2 Françaises de l'an dernier, elles allaient automatiquement être reprises pour une année supplémentaire. Et la Dorna s'est rapprochée du GMT en disant, écoutez, vous êtes une équipe française, si il y a une 3e pilote féminine, ça passera obligatoirement par vous, et c'est le seul moyen qu'il y ait une autre pilote féminine. Donc le GMT déjà avait 7 places, on va dire, réservées pour une pilote féminine. Et après, le rapprochement s'est fait notamment grâce aux résultats à Carole. Il faut savoir que quand même le circuit Carole, c'est le fief du GMT 94 et que Christophe Guyot, du coup, était là ce week-end de course, le week-end où j'ai marqué le plus les esprits depuis le début de ma carrière, si je peux dire. Et donc le rapprochement s'est fait comme ça. Il y avait une place féminine réservée pour le GMT. Moi également, je voulais aussi pas partir, mais je voulais changer de championnat, je voulais être vue, je voulais faire autre chose. Je voulais encore une fois faire le Moto2 européen, parce que c'est quand même mon objectif à la base. Et en fait, quand on voit la communication et le niveau en fait, qu'il y a sur ce championnat féminin, on s'est dit, mais on serait trop bête de ne pas y aller et de ne pas profiter de tout ça. Donc voilà un peu l'histoire. Et tu as des sponsors, les sponsors qui te suivaient déjà en European Bikes et dans tes précédentes années, tu as des sponsors qui continuent à te suivre pour le mondial ou tu dois repartir complètement de zéro? Alors, il y en a qui me suivent. Alors, l'avantage que j'ai quand même, c'est que du coup, étant avec le GMT 94, je profite également des sponsors du team.
Donc ça, c'est pas à négliger. Maintenant, j'ai pas mal de mes partenaires perso qui étaient avec moi sur l'Européenne qui continuent à me suivre et d'autres qui n'ont pas pu parce que qui dit championnat du monde dit budget forcément plus important et pour certains ça fait peur en fait ce budget et donc ils se disent je suis trop petit pour participer à ton aventure, t'as pas besoin de moi. Alors que si, on a besoin de tout le monde et que certains se disent oui mais 500 €, qu'est-ce que tu feras avec 500 €? 500 € ça me fait un train de pneus pour aller m'entraîner. Donc en fait si tout est utile et on dit pas non à personne. Donc le GMT m'aide beaucoup, mais ça reste compliqué financièrement de trouver le budget, en étant honnête. Le GMT, il t'apporte quoi en tant que soutien de pilote, toi, pour ta saison? Comme je le disais, déjà, je bénéficie des partenaires du team. Donc là, on a profité d'être sur le salon de Lyon pour aller rencontrer tous ces patrons de chaque société donc, qui sponsorise le team. Donc ça a été l'occasion de les rencontrer, d'échanger avec eux et de les voir physiquement, c'est quand même toujours plus sympa. Et après, donc, outre ce côté sponsoring, ils m'apportent tout le côté communication aussi sur leurs réseaux, etc. Et comment nous, on peut aussi se faire voir sur les réseaux, la bonne façon de communiquer. Et puis après, concrètement, sur la piste, en cas de besoin, si jamais je crache la moto et qu'on a besoin d'un mécanicien pour venir la reconstruire avec nous, ils seront là pour m'aider. Si on a besoin de quelqu'un sur la grille de départ, ils seront là pour m'aider. Alors, je ne serai pas dans leur stand parce que le championnat du monde féminin, du coup, a une structure à part du Superbike. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont encadrées par la Dorna et par cette structure-là. Mais sur tout le reste où ils peuvent m'aider, ils seront là. Oui, donc il y a quand même un suivi qu'ils auront avec toi. Ouais. Puis c'est pas rien d'avoir Christophe Guillot derrière soi quand on commence le mondial. Tu vas te retrouver, comme tu le disais, dans le paddock avec des gros noms du Superbike. Tu vas te retrouver avec Bautista, Boulega, Toprak, etc. Mais du coup, toi, en féminin, tu vas surtout te retrouver avec des pilotes qu'on a pu voir briller l'année dernière et briller dans les années passées comme Maria Herrera, les Françaises Ornella Angaro, Émilie Bondy. Comment tu appréhendes ça? Est-ce que toi, ça t'apporte une pression ou est-ce que tu vois plutôt ça comme une source d'inspiration, d'apprentissage? Parce que tu vas être la petite rookie parmi les Françaises. Comment t'envisages ta saison à l'heure actuelle? On est au mois de février, ça commence dans moins de 2 mois. Comment tu vois ça? Pour moi, c'est super moteur dans le sens où, de ce que j'ai vu et de ce que je sais, forcément, il y a un gros niveau sur ce championnat. Et je veux profiter de cette saison d'apprentissage pour prendre un maximum d'expérience, déjà en tant qu'être humain dans un championnat du monde, et en tant que pilote sur la piste, forcément, et prendre de l'expérience et apprendre encore sur mon pilotage et encore m'améliorer dans ma façon d'être, etc. Donc vraiment profiter de cette superbe opportunité qui ne se présente pas à tout le monde. Donc profiter du maximum que peut m'apporter ce championnat. Et puis, si on peut briller, forcément, c'est l'objectif. Maintenant, je suis incapable de donner une place ou un objectif de place parce que je n'ai jamais roulé avec ces filles. Je n'ai jamais roulé dans les mêmes conditions avec une R7 parce que j'étais en S1000. Donc forcément, j'ai des ambitions, mais je ne peux pas dire que je ferai top 5 facilement, alors que ce sera peut-être très difficile. J'en ai pour le moment aucune idée. À l'heure actuelle, tu n'as pas encore roulé du tout avec la Yamaha? Tu n'as pas fait d'entraînement? Si, je me suis déjà entraînée avec la R7. Et de toute façon, avant même d'officialiser avec le GMT, j'ai fait des tests quand même avec la R7 avant pour savoir si c'était le bon choix et si c'était possible. Et malgré tout, alors même si je ne peux pas 100% comparer, les chronos qui ont été faits en une demi-journée avec la R7 étaient très bons, assez bons pour m'inscrire tout de suite en championnat du monde. Là, c'est quand les prochains tests officiels pour le début de saison pour vous? Alors, officiel avec la Dorna, ce sera la première semaine d'avril, en fait, la semaine juste avant la première course. Oui, donc c'est court pour toi. Donc ce sera très short. Et après, moi, j'ai du coup ma propre R7 d'entraînement qu'on a équipée comme la moto du mondial. Et je m'entraîne déjà avec. Et j'ai des circuits qui me sponsorisent sur La Rochelle. Et donc, dès qu'il fait un peu un meilleur temps, on va dire, parce qu'en ce moment, on n'est pas gâtés, je vais rouler avec. Et puis, je roule également en mini-GP et en karting. Donc, j'ai quand même des occasions de rouler. Mais tu ne fais pas partie de cette team de pilotes qui va rouler en Espagne pour s'entraîner sur le beau temps pendant l'hiver?
Alors, si, j'aimerais. Maintenant, on n'a pas les moyens financiers de le faire. Il y a eu des tests au mois de janvier à Gérèse avec le team et je devais y être. Bon, déjà, la moto n'était pas prête parce qu'on n'avait pas reçu les pièces, mais on n'avait pas les moyens financiers de faire un aller-retour jusqu'à Gérèse. Donc si, il y a forcément cette volonté de m'entraîner au max et d'aller chercher le soleil. Maintenant, on se concentre sur garder le budget pour le mettre là où il faut, même si l'entraînement c'est là où il faut, mais je veux dire en tout cas en France et sur les courses en tout cas. Et dès qu'on aura la certitude, on va dire, d'avoir tous les moyens financiers de bien gérer cette saison, après on pourra se permettre d'aller chercher un peu à droite à gauche les entraînements. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment que ça se décante et que la saison commence, parce que beaucoup de personnes se posent des questions sur mes capacités et les résultats que je vais faire. Et je pense que c'est un peu ça l'attente qu'il y a en ce moment, et qu'à partir du moment où ce sera lancé, ça décantera sur plein d'autres choses. Pour donner une idée, parce que tu parles beaucoup forcément du coût financier que va avoir la saison, ça coûte combien à peu près une saison mondiale sur ce qu'on propose actuellement? Eh ben, en fait, déjà la Dorna en termes d'inscription, c'est 26 000 € hors taxe. Ce qui est déjà beaucoup. Ça, faut le préciser que c'est hors taxe parce qu'on l'apprend après. Et après, il y a un dépôt à verser auprès de Yamaha pour si tu casses la moto ou autre, qui est de 4-5 000 €. Donc ça, c'est juste les coûts pour t'inscrire. Après, ce qui coûte le plus cher, c'est tous les frais pour aller t'entraîner. Donc les frais déjà pour aller sur les compétitions, pour aller rejoindre tous les circuits. Donc c'est un championnat du monde, mais on a la chance que ça reste assez européen, donc ça réduit les coûts, même s'ils sont importants. Et après, c'est tous les frais en amont pour aller s'entraîner sur les tracés que je ne connais pas encore pour le moment. Sortant d'un championnat de France, je n'ai pas fait les tracés du mondial. Donc en fait, c'est là où part tout le budget. Et comment tu vas gérer justement les déplacements, parce que ça a des frais, les déplacements, encore une fois, même s'il y a peut-être des sponsors qui au fur et à mesure vont t'aider, etc. Comment tu gères ça? C'est toi qui les gères ou c'est ton manager qui va continuer à les gérer pour toi sur la saison? Alors, j'ai la chance d'être bien entourée, et donc David, qui a plutôt pris le rôle d'entraîneur maintenant, parce que Lily est là pour faire, qui a pris, on va dire, le rôle de manager, plus photographe, vidéaste, création de contenu sur les réseaux, etc. Elle m'aide beaucoup aussi. Donc j'ai la chance d'avoir ces deux personnes qui sont très proches de moi, plus mes parents qui sont là malgré tout, même s'ils ne participent pas activement, ils sont là pour me soutenir. Mais c'est moi qui reste toujours à la tête de tout, même dans les démarches de sponsoring. C'est moi qui suis présente pendant les 4 jours sur le salon pour aller chercher et me faire voir pour les partenaires. Donc c'est toujours moi qui gère tout, c'est moi qui vais réserver les avions ou le train, les Airbnb, toute la gestion logistique, c'est encore moi qui fais tout ça. Et dans toute cette gestion que tu as, toute cette charge mentale que tu as et que tu vas avoir, puisque ça fait partie, pour l'instant, dans une petite équipe comme la tienne, de ce qu'il faut gérer, quand je t'entends parler de tes courses précédentes et tout, tu as l'air, en tout cas, d'avoir un bagage technique et mécanique assez poussé, assez important. Tu l'as appris toute seule? Est-ce que c'est toi toute seule avec David qui t'a appris à faire les choses sur ta moto? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va t'aider pour la saison prochaine? Ou est-ce que ça peut être frustrant pour toi du coup d'avoir un mécano qui s'occupe de ta moto sans pouvoir, du coup, moins pouvoir mettre le nez dedans? Parce que sur le FSBK, quand on te voyait avec David, t'avais les mains c'est un truc qui, moi, m'a marqué chez toi et qui m'a fait me dire ok, vraiment, elle en veut, parce que quand il y a des arrêts, tu descends de ta moto, tu fais les trucs, tous les pilotes ne le font pas. Comment tu vois tout ça par la suite et vraiment ce bagage technique que tu as? En fait, tout ce bagage technique et connaissances mécaniques dont tu parles, c'est David qui me l'a appris pendant mes années 400. Parce que vu qu'on n'était que tous les deux et qu'on avait tout le temps des galères sur la moto, il ne pouvait pas tout gérer tout seul. Et donc, il m'a appris à faire beaucoup de choses pour que je puisse l'aider. Tout ce qui est comportement physique de la moto, comment une suspension et un amortisseur travaillent concrètement, comment on les règle, comment le feeling permet de les régler, comment un moteur tourne, comment une moto fonctionne. Tout ça, c'est David qui me l'a appris parce qu'il a fait des études là-dedans aussi. Donc, c'est lui qui m'a transmis tout ça. Et donc, ça m'a beaucoup aidé dans les réglages de la moto parce que forcément, au début, on n'avait pas d'acquisition de données sur la moto. Même sur la S1000 de 2023, lorsque j'étais en européenne en 2023, il n'y avait pas tout ça. Et donc, on réglait tout au feeling. Et je pense que ces connaissances techniques m'ont aidé à régler la moto parce que je savais
je les expliquais. Je lui expliquais forcément mon feeling à David, mais je savais ce qu'il fallait faire sur la moto avant même de lui dire ce qui se passait dessus. Donc forcément, ça aide. Et puis après, des choses toutes bêtes, mais quand j'étais encore en 400, j'étais pas encore sur La Rochelle, j'étais chez mes parents en Normandie. Et un jour, il a bien fallu aller faire réviser la fourche et l'amortisseur. Et donc, je me suis retrouvée toute seule à suspendre la moto dans le garage pour pouvoir enlever la fourche et à remplacer l'amortisseur en mettant, j'ai fait un petit morceau de bois avec 2 trous pour que la moto, elle s'affaisse pas. Donc, j'ai remplacé l'amortisseur par un morceau de bois, concrètement, pour envoyer l'amortisseur et la fourche en révision et en préparation. Donc, j'avais besoin, en étant seule et mes parents ne faisant pas de mécanique, d'avoir ces connaissances. Si je voulais rouler, il fallait que je sache démonter et remonter la moto toute seule. Puis après, par la suite, je vais apprendre à changer des pneus, apprendre à changer les plaquettes, apprendre à changer le pignon, la couronne, enfin apprendre à faire tout ça. C'était indispensable si je voulais rouler, donc je l'ai appris. Et je pense que ça fait partie de la passion de la moto, qui est aussi la passion de la mécanique. Et après, ce que tu disais par rapport au fait peut-être d'être frustré de ne pas pouvoir bosser sur la moto sur le mondial, même si j'ai ces connaissances, j'essaye de me concentrer de plus en plus sur mon pilotage et sur ce que j'ai à faire en tant que pilote, même si ça ne se résume pas qu'à ça, il faut être capable de faire tout et de tout gérer seul. Mais ça m'enlèvera un poids de savoir que ce n'est pas à moi de travailler sur la moto. Et si pendant ma séance d'essai, je tombe et je me dis déjà combien de temps je vais passer pour la réparer, je sais qu'il y a du monde pour le faire et que moi je peux soit me réparer physiquement parce que je me suis blessée, soit aller récupérer ou soit aller discuter avec des partenaires. Donc non, pas de frustration, je pense que c'est important d'avoir ces connaissances, mais pour autant, s'il y a des personnes qui t'accompagnent pour le faire, ça permet de te libérer aussi du temps et c'est un poids en moins sur tes épaules. Oui, puis au final, c'est un championnat qui va encore plus te professionnaliser que ce que tu as pu connaître. Et du coup, comme tu le dis, d'avoir quelqu'un qui peut te soulager de ce poids, ça fait partie de ce qui, toi, va te tendre pour plus tard, quand tu n'auras plus que ça à gérer uniquement. Le mondial féminin, c'est un championnat qui a fait débat à son arrivée, puisque c'est mettre les femmes, une étiquette sur les femmes et les mettre dans un championnat plutôt que de les laisser rouler contre les hommes, globalement, de ne pas avoir de championnat mixte. Quel regard tu portes sur ça? Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir un championnat complètement féminin, ou est-ce qu'au contraire, ça aurait été plus important d'ouvrir plus les portes des championnats qui existent déjà aux femmes et faire en sorte qu'on y fasse nos places comme on devrait, plutôt que d'avoir besoin de prouver encore une fois nos places et nos compétences? Alors du coup, moi je m'étais exprimée parce que c'est une question qui était beaucoup revenue et beaucoup de gens me disaient mais pourquoi tu fais pas ce championnat? Tout simplement parce qu'en fait c'était la première année de ce championnat lorsque j'ai fait ma première année lorsque j'ai fait ma deuxième année de 1000 et d'un point de vue extérieur, je me disais, mais moi, je me bats depuis des années dans des championnats mixtes et je m'entraîne dur et je prouve que même en 1000, même sur des gros cylindrés, on arrive à faire des résultats face aux hommes. Et donc, pourquoi aller s'enfermer dans un championnat féminin alors qu'on peut rivaliser avec les hommes? Enfin, ça demande un entraînement plus important, mais on peut le faire. Et du coup, j'avais pris le temps de faire un message sur les réseaux sociaux pour expliquer que je n'étais absolument pas fermée à l'idée de ce championnat. Si c'est une solution pour permettre aux femmes de percer dans ce milieu, on y va et il n'y a pas de problème. Mais je ne comprenais pas pourquoi s'efforcer à créer un championnat féminin plutôt que peut-être faire des équipes féminines dans des championnats mixtes. Je ne dis pas que c'était la solution, enfin je ne disais pas que c'était la solution, mais je proposais juste une idée vu qu'on me demandait de participer au débat. Et de dire pourquoi pas juste permettre aux femmes d'accéder à des championnats mixtes, parce que de ce que j'avais entendu, de l'idée de ce championnat féminin, c'était que ce soit un tremplin pour qu'après les femmes partent en mixte. Donc pourquoi dès le début ne pas permettre aux femmes d'être directes en mixte en fait? Et encore, le propos au début, pendant les conférences de presse, c'était même pas ça, c'était on leur fait un championnat et ils parlaient pas du tout d'ouverture vers les autres championnats, donc c'était ce qui posait encore plus question du coup. Et du coup, moi j'avais mon idée de me dire, moi je prouvais qu'on pouvait, même en étant une femme, même en étant sur des grosses cylindrées, rivaliser face aux hommes, même si concrètement, il ne faut pas se cacher, ça demande un entraînement plus important, en tout cas physiquement, parce que c'est des motos qui sont très dures à piloter et que c'est comme ça, génétiquement, on n'est pas fait pareil qu'un homme et c'est tout, ça ne se discute pas, c'est comme ça. Donc je l'ai senti et j'ai dû beaucoup plus travailler physiquement, mais malgré tout c'était possible.
Et puis, la première saison est passée. Moi, j'ai quand même jeté un œil sur ce championnat du monde parce qu'il y avait des Françaises sur place. Et je me suis dit, mais en fait, ce championnat, il n'a pas l'air si mal dans sa construction et dans sa médiatisation, surtout. Et en fait, je me rendais compte qu'on se mettait plus à parler des Françaises qui étaient dans ce championnat que de pilotes qui se battaient comme moi contre des hommes et qui arrivaient à faire des résultats malgré tout. Et en fait, on s'est dit, bon, faut peut-être remettre un peu nos idées de côté, accepter de faire des choix qui nous donnent pas forcément envie dès le début, et foncer dans ce championnat. Et je pense qu'en fait, c'est un très bon choix maintenant que je vois un peu comment ça se passe, maintenant que je vois le débouché qu'il y a derrière, parce que quand on voit maintenant que Anna est en championnat du monde 600, c'est qu'il y a un débouché derrière, et donc que ce championnat est voué à donner des belles opportunités. Et après, il y a aussi le ratio budget, entre guillemets, où le Moto 2, on me demandait 200 000 euros. Là, ça me coûte beaucoup moins cher. Et le retour de com, on va dire qu'il est équivalent, voire même supérieur, parce que on est dans des années où il y a un vrai souhait de permettre aux femmes d'y arriver, même dans des milieux qui sont fermés à la base. Et en fait, il y a des vrais moyens techniques qui sont mis en place par la Dorna et de communication pour se faire voir. Et donc, on s'est dit, mais on serait trop bête de dire non, c'est un championnat féminin, je ne veux pas y aller, et de rater cette opportunité-là. Et je pense que c'était le bon choix de revoir sa façon de penser, tout simplement. Donc, ouais, je pense que c'est le bon choix. Puis en plus de ça, tu te fermes pas de porte pour l'avenir. Si tu as envie d'aller en Espagne en Moto 2 ou quoi, ou qu'est-ce, derrière, tu auras toujours cette opportunité. Et en plus, tu auras engrangé de l'expérience pour toi. Ça reste un championnat du monde malgré tout, en fait. Même si certains disent que c'est féminin, c'est un championnat du monde avant tout. Donc, Et tu es en contact justement avec, comme tu disais, les Françaises, donc Ornella Ongaro et Émilie Bondy. Est-ce que tu es en contact avec elles? Est-ce que tu as déjà pu discuter de leur expérience sur le championnat ou pas du tout? Tu vas les rencontrer au mois d'avril quand vous allez aller faire les tests Alors, Ornella, je ne la connais pas. Et Émilie, je l'ai rencontrée un petit peu à Carole, mais moi, je roulais en S1000. Alors, elle était déjà en R7. Donc, on n'était pas du tout dans le même championnat. Et donc, on a eu l'occasion de discuter un petit peu, mais sans plus. Donc, je les rencontrerai vraiment sur les courses, mais je pense qu'on sera toutes focus sur nos résultats et sur nos envies plutôt et nos ambitions de résultats qu'à discuter entre nous. Et puis, je pense, malgré tout, qu'il y aura une rivalité. Qui est importante au final, forcément, qui est importante. Et même, c'est sûr qu'il y aura une rivalité parce que j'ai pu faire une émission en live sur Twitch. Et déjà, on me posait des questions à dire est-ce que tu feras mieux qu'Émilie? Mais en fait, moi, c'est pas ça le but. Moi, je suis pas là pour faire mieux qu'un tel ou que quelqu'un. Je suis là déjà pour profiter et franchement kiffer de cette expérience incroyable, engranger le max d'expérience et te faire le meilleur résultat que je suis capable de faire. C'est pas d'être devant un tel ou un tel, c'est juste de faire au mieux en fait. Donc on verra bien. Et tu parlais de justement la difficulté de la préparation physique pour ces motos. Comment tu te prépares? Parce qu'en plus, tu as fait des études de staff, donc tu as quand même un bagage sportif. Comment tu te prépares pour ta saison? Alors du coup, vu que j'ai arrêté mes études, je consacre mon temps à la moto complètement. Donc je m'entraîne 2 fois par jour, physiquement en tout cas, parce que moi je suis sponsorisée par Fitness Park à La Rochelle et la salle ouvre à 6h. Donc je me lève à 5h. Et je suis à la salle à 6h. Je me fais ma première séance d'1h30 à peu près. Et puis, je rentre, je bosse sur ce que j'ai à faire par rapport aux partenaires, par rapport à l'apprentissage de l'anglais également, parce qu'il va falloir parler anglais couramment pour ce championnat du monde. Donc, toutes ces petites choses que j'ai à faire à côté. Et j'y retourne une deuxième fois l'après-midi. Donc, ça me fait 2 belles séances de sport à la salle. Et je suis suivie par un préparateur physique qui m'aide à construire mon planning et à programmer toutes mes séances, donc avec Rodrigue Desmet, qui à la base en fait travaille avec David, mon entraîneur, sur les simulateurs, qui a fait les mêmes études que moi et qui a fait le master que je voulais faire. Donc on a le même langage en fait, on parle la même langue et moi j'adore parce que j'ai encore ce bagage scientifique de mes études et de pouvoir les mettre en place, c'est trop cool en fait d'avoir ces connaissances et de les mettre en place, un peu comme la mécanique en fait. Et donc voilà.
Je peux pas dire beaucoup plus sur mon entraînement physique. Je pense que ça tient après du préparateur qui est avec toi et des choix que vous faites en fonction du bagage physique que tu as et de tes ambitions aussi. Mais je fais également d'autres sports que la prépa physique. Je fais de la boxe, Du surf. je fais du tennis, je fais du surf. J'ai pu expérimenter le golf qui est plus sur un travail mental qu'un travail physique en soi. Et je pense qu'il faut être polyvalent et qu'à partir du moment où tu as une base dans tous les sports, tu peux performer dans d'autres. Donc voilà, je touche un peu à tout. Et en plus, la préparation physique, ça permet aussi d'éviter les blessures. Toi, j'ai pas souvenir, alors peut-être que je suis passée à côté de l'information, que tu aies eu de grosses blessures dans ta carrière. J'ai souvenir de toi qui chute et qui perd connaissance sur ton début de carrière, mais j'ai pas souvenir de toi avec des grosses blessures. Est-ce que tu en as eu ou est-ce que c'est quelque chose qui t'es un peu épargné par ça pour l'instant et touchons du bois pour que ça continue? Ma première course, je serais même pas capable de te l'expliquer parce que j'ai perdu connaissance et je me rappelle pas. En fait, j'ai aucun souvenir de. En fait, moi, je me rappelle ouvrir les yeux dans le camion de pompiers, de voir mes proches et d'avoir l'ambulancier à côté de moi qui me dit comment il s'appelle, on est quel jour, c'est quoi leur date de naissance? J'en sais rien. Je sais que je les connais, mais j'en sais rien. Donc j'ai eu cette première entre guillemets mauvaise expérience qui m'a pas du tout empêché de continuer par la suite, même si mes parents et surtout ma maman auraient préféré que j'arrête à ce moment-là, ça les aurait bien arrangés. Et après je me suis cassé la clavicule quand même lorsque j'étais en 400 où on a posé une plaque que j'ai fait enlever 1 an après parce qu'elle me gênait au quotidien, elle m'empêchait sur certains mouvements d'avoir des amplitudes. Et puis après, je me suis cassé quelques côtes, des os dans la main et déplacé des vertèbres, des cervicales, le bassin, des petits trucs pas super chouettes. Mais non, je suis passée quand même outre les grosses blessures et faisons en sorte que ça continue dans ce sens-là. T'as les blessures classiques des pilotes, quoi. C'est ça, la clavicule. Mais de toute façon, on me l'avait dit quand j'ai commencé. Philippe du Téméraire me disait la clavicule, c'est la blessure du pilote. Et je l'ai faite. Et donc c'est bon, je l'ai faite une fois, ça suffit maintenant. Et justement, tu parlais de ta maman qui aurait préféré que tu arrêtes. Comment tes parents ils vivent ta passion et ta carrière maintenant? Est-ce qu'ils sont encore très inquiets? Est-ce que ça s'est apaisé avec le temps? Ou il y a toujours ce truc où toi, tu as forcément une pensée pour eux en plus de ça, forcément quand tu es sur la piste? Comment ils gèrent ça? Du coup, pour commencer avec mon papa, lui, il est plutôt cool. Et à partir du moment où je kiffe et je m'amuse et je me fais plaisir, et en plus je fais des résultats, donc forcément ils sont fiers, lui il fait sa vie en fait. Quand il est sur le paddock avec nous, il prend son vélo, il part et on le voit pas du week-end. Il est là avec nous au petit-déj, au dîner et après on le voit pas. En fait, je pense qu'il apprécie vraiment l'esprit paddock et lui il est toujours à être dehors à se balader, donc en fait il aime partir et voyager dans le circuit. Après ma maman c'est plus compliqué parce qu'elle est de nature négative et très stressée et du coup je sais qu'elle le vit très mal et que même si elle a l'expérience et j'ai l'expérience des courses, c'est pas mieux. Et je pense même qu'avec le mondial elle aura encore plus de pression. Maintenant, ils étaient avec moi sur les courses, quasiment sur toutes les courses. Alors que pour le mondial, ce ne sera pas le cas. Parce que voilà, financièrement, ils ne peuvent pas en plus venir avec nous, c'est compliqué. Et malgré tout, je pense que ce sera positif pour moi qu'ils ne soient pas là. Alors c'est un peu dommage parce qu'on ne vit pas ce genre de moments ensemble, mais de par la négativité et le comportement qu'ils peuvent avoir parfois avec moi. Là, j'arrive dans un milieu qui est professionnel avec beaucoup de contraintes et il y a beaucoup d'importance dans ce championnat. Et je ne peux pas me permettre de me faire polluer, même si c'est inconscient et que ce n'est pas souhaité, par des personnes qui m'entourent. Donc, ils seront avec moi par la pensée et par les messages. Et je pense, c'est même sûr qu'ils viendront à Manicourt de toute façon. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile à aborder avec eux. Mais en étant très honnête, je pense que c'est plus positif qu'ils ne soient pas là sur les courses, en tout cas sur le mondial, pour que je puisse vraiment me focus avec l'équipe qui m'entoure maintenant pour aller chercher des résultats et ne pas être pollué par une potentielle négativité ou des propos un peu compliqués, quoi.
Et justement, on a besoin, quand on est pilote, de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Cette dernière année, on t'a vu t'entourer donc d'une personne dont on a parlé plusieurs fois dans cette interview, qui est Lily. Lily, qui est ton agent, vidéaste, photographe, couteau suisse. Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans tout ça, dans ta gestion au quotidien, au-delà d'être une personne, pour l'avoir rencontrée, qui est très solaire, qui est toujours très souriante, qu'est-ce qu'elle apporte pour toi dans tout ça? Déjà, Lily, elle ne fait pas partie du milieu de la moto. Donc déjà, c'est nous qui lui avons appris les bases de la mécanique, de comment fonctionne une moto, comment fonctionne un paddock, comment fonctionnent des partenariats dans le milieu de la moto, parce qu'elle avait déjà été agent d'autres personnes et elle travaille avec d'autres sportifs également. Mais du coup, pour moi, c'est un avantage qu'elle ne soit pas du milieu de la moto, dans le sens où, dans sa vision de la communication et dans la gestion des réseaux sociaux, elle apporte quelque chose de nouveau qu'on n'a pas dans le milieu de la moto, parce qu'elle n'en vient pas, tout simplement. Donc elle a une autre vision, une autre approche que je trouve super sympa, et qui permet aussi de me débarquer dans ma communication par rapport à d'autres pilotes. Et après, elle m'aide également, là où elle m'aide le plus, c'est la gestion des réseaux sociaux, la création de photos, de vidéos, de contenu pour les réseaux. Et après, dans la recherche de partenariats aussi, elle m'aide beaucoup. Et puis dans ce côté, comme tu disais, très solaire, qui fait que ça me permet aussi de décrocher sur les week-ends de course, où on parle de moto, mais vu qu'elle n'a pas vécu aussi tout ce que j'ai vécu en 400, et du coup on n'en parle pas, et ces petites notions un peu négatives du passé ne reviennent pas du tout sur la table. Et donc en fait, c'est que le futur et qu'une projection positive. Et ouais, elle m'apporte beaucoup dans plein de domaines, et je suis super heureuse qu'elle m'aide, parce qu'elle est bénévole, comme toute mon équipe, il faut quand même le rappeler. Elle se déplace à ses frais, elle m'aide complètement bénévolement, elle a un autre travail aussi à côté, donc il faut bien qu'elle gagne sa vie. Et c'est pour ça que dans cette année de mondial, j'aimerais quand même trouver du budget pour les personnes qui m'aident depuis des années, notamment David et du coup Lily depuis l'année dernière, parce que c'est des personnes qui s'investissent beaucoup pour moi, et que ils mériteraient au moins d'être défrayés. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses, que ça ne leur coûte pas d'argent pour venir m'aider. Et même s'ils peuvent récupérer un petit peu, j'en serais très fière de pouvoir faire vivre, en tout cas peut-être pas vivre, de pouvoir rémunérer des gens qui travaillent avec moi et leur permettre pas de rattraper ces années de bénévolat, parce qu'ils le font de bon cœur et il n'y a rien à rattraper, mais plutôt de mettre en avant leur travail, en fait. Ouais. Et toi, pour la suite, est-ce que, parce qu'on connaît, on voit souvent les pilotes participer à plusieurs championnats différents, est-ce que l'endurance, c'est quelque chose qui t'intéresse et qui t'intéresserait pour le futur? Alors, j'ai eu des propositions, forcément, notamment dès que je suis passée en 1000, parce que les 24 heures du Mans se font en 1000. Et donc, j'ai eu des propositions pour faire les 24 heures du Mans. Malheureusement, souvent trop tardives, c'est-à-dire 2 semaines avant le week-end de course. Donc, c'est compliqué. Je n'avais pas fait les prémants, etc. Je ne connaissais pas les motos. Après, si je n'avais pas fait le mondial féminin, je pense que j'aurais fait les 24 heures du Mans cette année, parce que c'était un souhait, dans le sens où j'ai rencontré David sur les 24 heures du Mans, donc c'est super symbolique pour moi. Et en plus, quand j'y suis, de les voir rouler, ça me frustre trop d'être là sur un week-end de course et de voir les autres rouler et de pas rouler. Et surtout de voir des gens que je connais et des gens avec qui je roule. Et des gens parfois que je roule plus vite qu'eux, tu vois, participer aux 24 heures du Mans. Et en plus, les gens qui connaissent pas vraiment la moto, c'est tellement mythique que quand on dit je suis pilote moto, tout le monde dit t'as fait les 24 heures du Mans? Et non, parce que c'est autre chose, quoi. Et donc il y a une considération une fois que tu as fait les 24 heures du Mans qui est différente. Puis après il y a tout le championnat du monde d'endurance. Je pense que je serais amenée à le faire, mais plus tard, dans le sens où j'ai le temps de par mon âge, tout simplement, et que je souhaite vraiment faire une carrière dans la vitesse avant, si possible, et qu'une carrière d'endurance peut commencer et se finir plus tard. Donc je pense que j'y viendrai, et que de toute façon, même pour David, il rêvait de faire les 24 heures du Mans étant plus jeune, mais il a eu un accident de moto avant et il n'a pas pu les faire. Donc ouais, je pense qu'il y aura les 24 un jour.
Et est-ce que, avec tout ça, avec tout ce que tu viens de nous raconter, tu as encore le temps d'avoir une vie perso? Est-ce que tu as encore le temps de souffler, je sais pas, d'aller au ciné, de sortir, d'aller boire des verres, enfin, d'avoir une vie perso? D'avoir une vie, ouais, à côté. Non. En fait, non, c'est très compliqué dans le sens où, vu que j'ai grandi et j'ai passé ma vie de jeune fille et mon adolescence en Normandie, mes amis sont en Normandie, et moi maintenant je suis à La Rochelle. En fait, depuis que j'ai commencé la moto, j'ai toujours, mais ça c'est fou, mais j'ai toujours raté des rendez-vous qui sont importants, du style les 18 ans de ma cousine, et ben j'étais pas là parce que j'avais une course. Et en fait, il faut toujours que les dates importantes comme ça tombent sur des dates d'entraînement ou de course, et je suis pas disponible. Donc j'ai raté beaucoup de fêtes. J'ai jamais fait de soirée étudiant le jeudi soir, par exemple. Mais c'est un choix de ma part. Et vu que c'est pas une passion qui a été donnée, poussée, transmise par mes parents, c'est mon propre choix. Et donc en fait, j'ai aucun regret. Et j'ai expérimenté parce que j'ai eu une période où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai 15-16 ans. Qu'est-ce que je fais à, entre guillemets, travailler autant, sacrifier autant de mon adolescence? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose que je regretterai plus tard? Et donc, j'étais encore en Normandie et j'ai voulu profiter et faire des soirées avec mes potes que j'ai depuis la maternelle. Donc, c'est vraiment un groupe d'amis que j'ai depuis très longtemps. Et en fait, j'ai apprécié le moment avec mes amis, mais en fait, je m'ennuie et je me retrouve pas dans ces soirées de jeunes. Et de toute façon, j'ai toujours été en décalage même sur l'humour ou sur la façon d'être des personnes de mon âge. Je me suis toujours sentie un peu à part et décalée par rapport aux autres. Je pense que cette maturité, elle vient aussi du fait que faisant de la moto, un milieu compliqué où il faut des moyens et c'est un milieu dangereux, enfin, l'accident peut très vite venir. Et vu que mes parents n'y connaissaient rien, j'ai dû tout faire par moi-même et accuser, on va dire, toutes les responsabilités toute seule très jeune. Ça a fait que j'ai grandi et que j'ai mûri très très vite. Mais je ne regrette rien parce que à 21 ans, je suis en championnat du monde et c'est le rêve que j'avais quand j'étais petite fille et que je commençais la moto, que je regardais les courses sur mon ordinateur. Donc pour le moment, non. J'ai pas vraiment de vie à côté parce que ça me prend tout mon temps. Mais j'espère. Mais je pense que par la suite, une fois que j'aurai cette équipe soudée autour de moi qui pourra ne travailler que pour moi, qui n'aura pas d'autres jobs à côté pour gagner leur vie, je pense que je pourrais un peu plus déléguer certaines choses que je gère toute seule aujourd'hui et que je pourrais me focus sur mon entraînement physique, mental, la moto et faire des parutions pour les réseaux, etc. Et qu'après, je pourrais profiter un petit peu plus. Mais je ne regrette rien et je kiffe ma vie d'aujourd'hui. Est-ce que tu as quand même le temps de suivre un peu le mondial MotoGP, d'avoir un œil là-dessus et de quand même regarder les courses pour le plaisir? Alors, je suis tout le MotoGP, j'essaye de regarder toutes les séances d'essais libres, toutes les séances de qualif, j'essaye de regarder tout. Moto 3, Moto 2, MotoGP, j'essaye de tout suivre parce que la passion est venue comme ça à la base. Enfin, moi, j'ai eu envie de faire de la moto en regardant une course de Moto 3 de base. Donc, en fait, je suis tout. Et en fait, je suis même plus le MotoGP que le Superbike. En fait, je ne regarde pas le Superbike du tout. Mais je pense que maintenant, étant sur les paddocks, je vais forcément m'y intéresser, je vais forcément regarder. Mais j'ai toujours été interpellée et attirée par les motos prototypes, par les motos de course en fait conçues à la base pour la course. Donc oui, je regarde bien et je suis très attentive aux MotoGP. T'as un favori pour la saison de 2025? Mais moi, je suis fervente supportrice de Marc Marquez depuis mes débuts. Et en plus, quand on voit le parcours qu'il a eu, ça force le respect et de voir son retour après toutes les expériences qu'il a vécues, c'est clair que je le suis. Et là, en plus de le voir en rouge chez Ducat officiel, ça fait quelque chose, c'est vraiment étrange. J'ai forcément envie de parier sur lui et je pense de par, déjà en plus il y a eu les essais là récemment, mais de par ce qu'il a fait déjà avec une moto, avec une Ducati qui n'était pas officielle l'an dernier, je pense qu'il a moyen de faire de belles choses. Beaucoup l'ont enterré très tôt après son accident et quelle fierté et comment il les a tous fait taire à son retour. Beaucoup ne l'apprécient pas de par son comportement. Moi, j'ai pas vécu la rivalité Rossi-Marquez parce que j'étais pas intéressée à la moto et
je côtoyais pas le monde de la moto à cette époque-là. Et donc, quand je suis arrivée, Rossi était à la fin de sa carrière. Donc, j'ai pas vécu les grandes années Rossi. T'as pas connu les meilleures années de l'histoire du MotoGP? Non, j'étais trop jeune. Puis, vu que ma famille s'y intéressait pas, on n'avait pas, on n'avait pas les chaînes pour regarder ça. Ouais, moi, je préfère et j'aimerais que Marc fasse quelque chose. Et puis après, forcément, je soutiens les Français. Et puis, j'ai eu la chance de passer plusieurs jours avec Johan et de rouler avec Johan. Et donc, évidemment, il y a cette petite, je ne vais pas dire intimité ou complicité. Non, mais il y a un affect. Il y a plus, voilà, c'est ça, plus un affect de me dire, bon, je le connais, j'ai eu la chance d'échanger avec lui et de rouler avec lui. J'aimerais forcément qu'il fasse des résultats. Et puis, dans sa carrière aussi, de par son passage avec Honda et tout ce qu'on sait. Donc, ouais, voilà. Avant de clôturer cette interview, est-ce que tu aurais un message que tu as envie de faire passer, que ce soit pour les gens qui te découvrent, pour les gens qui te connaissent, ou pour ceux qui ont envie de se lancer dans la moto, pour les femmes qui ont envie de partir faire de la moto, d'enfiler un casque? Est-ce que tu as un message qui, toi, te tient à cœur dans ce milieu à faire passer? Je pense, le message que je peux faire passer, c'est alors c'est un peu beau et tout le monde le dit, mais de croire en ses rêves et de ne rien lâcher. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que on voit tout le temps sur des interviews ou quand tu lis des autobiographies pas forcément de pilotes, mais de grands sportifs qui disent au début de ma carrière, c'était dur, j'y arrivais pas, mais maintenant j'ai réussi. En fait, on se rend pas, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, on se rend pas compte à quel point ça peut être dur, un début de carrière. Et donc, de toujours croire en ses rêves, même si c'est dur, même si on n'y arrive pas, même si on ne voit pas de débouché, même si on dit non, mais c'est pas possible, ça, on n'y arrivera jamais. Parce que moi, j'ai fait 4 années en 400 où tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ça n'a aucun sens, on perd de l'argent et du temps pour rien. Et au fur et à mesure, sans lâcher, j'ai commencé la moto en 2017 et c'est que, entre guillemets, en 2025 que je vois les vrais résultats de tout mon travail. Donc, ouais, accepter que ce soit dur, se dire dans des périodes difficiles que c'est normal, en fait, que ce soit dur et que tout le monde passe par là. Et que c'est pas une blague. Quand on dit que c'est dur et qu'il faut tenir pour y arriver, s'attendre à ce que ce soit vraiment compliqué et savoir que c'est des périodes normales à passer. Et que vraiment, c'est pas tout beau, tout rose de dire que il faut travailler dur pour y arriver, parce qu'en fait, réellement, ça finit par payer. Et je commence à le voir. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne jamais rien lâcher. Et puis après, pour toutes les femmes qui souhaitent se lancer, on a la chance, malgré tout, que ce sport s'ouvre de plus en plus aux femmes. Quand je vois les catégories où j'étais seule, en commençant notamment le Super Sport 300, où je suis la seule féminine, sur ma dernière année, je crois qu'on était 5 ou 6 inscrites à l'année. Donc on a fait x5, x6, ce qui est quand même super important. Donc en fait, ne pas se poser de questions, faire ce qu'on a envie de faire, peu importe, il y aura toujours des gens pour critiquer, il y aura toujours des préjugés, il y aura des gens qui savent mieux que toi, qui font mieux que toi, et ça n'arrêtera jamais. Et à tout niveau, il y en aura toujours. Et juste profiter de la vie et des opportunités qu'on a. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour te suivre sur les réseaux? Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram Lucie Boutseul, sur Facebook Lucie Boutseul page pilote. Et après, j'ai également TikTok Lucie Boutseul. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. C'était un plaisir de te recevoir. J'avais vraiment hâte de faire cette interview, encore plus avec le fait d'avoir envie de te faire connaître à notre petit niveau avec le podcast, mais que les gens puissent te découvrir et potentiellement t'aider, si ça peut permettre à des gens d'avoir envie, comme tu disais, de te soutenir même à leur petite échelle. Ouais. Donc merci beaucoup pour ton temps, et moi personnellement je te souhaite le meilleur pour cette saison mondiale et j'ai hâte de suivre tout ça. C'est très gentil, merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir de partager ce podcast.